Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. Je passe maintenant la parole au professeur Gilles Garel, qui va faire l'hommage du professeur Howard Becker. Gilles. Madame la Directrice Générale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante du Premier ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Vice-président de la région Île-de-France, Monsieur le maire, Monsieur l'administrateur général, chers collègues, chers amis, Mesdames et Messieurs, cher Howard Becker, cher Howie, puisque c'est votre vrai prénom. Howard Becker est célébré et reconnu dans le monde entier depuis longtemps. Il a reçu d'innombrables prix et reconnaissances. Il est certainement le plus français, parisien même, des sociologues américains. Et tout a été dit, ou même redit sur lui, du moins à un certain niveau de généralité. Il y a une sorte de beckerologie, des beckerologues, une beckermania, mais ce qui est sûr, c'est qu'un Becker en cache toujours un autre. 4 figures peuvent être mises en avant. Le sociologue, le pianiste de jazz, l'hypertextuel et l'écrivain. Alors il a bien sûr le sociologue, qui a fait ses études extrêmement jeune à l'une des grandes époques du département de sociologie de l'Université de Chicago, entre 1946 et 1951. Sous la direction de Evert Hughes, il est d'abord devenu un spécialiste des socialisations professionnelles, consacrant sa thèse de maîtrise au métier de musicien de bar et sa thèse de doctorat au métier d'enseignant de lycée. Plus tard, il participera à une vaste étude sur la façon dont les étudiants de médecine deviennent progressivement des médecins, notamment en revêtant en permanence une blouse blanche, Boys in White. C'est en 1953 que date également une autre étude restée extrêmement célèbre sur un processus de socialisation particulier, celui du fumeur de marijuana, qui doit apprendre de ses partenaires ce qu'il doit ressentir. Cette recherche va se retrouver au cœur d'un livre fondamental, dont l'écriture commence en 1954, mais qui ne sera publié qu'en 1963, qui a déjà été évoqué, Outsiders, Studies in the Sociology of Deviance. Ce livre est fondamental parce qu'il va donner une autre vision de la déviance que la criminologie classique avait toujours considéré jusque-là comme le fait d'individus isolés. Becker place l'interaction au cœur du processus de déviance. En parlant de labelling, d'étiquetage, il rappelle que la déviance procède d'un cadrage qui est social, administratif, judiciaire et qui peut littéralement se transformer en un enfermement, d'où le déviant ne peut jamais sortir. Nous sommes dans les années 60, les sociologues sont très conscients de leurs responsabilités, plus que jamais sociales et politiques. Votre parcours, Howie, résonne tout particulièrement au CNAM, où il existe depuis longtemps une tradition d'enseignement et de recherche forte dans le domaine des sciences sociales, du travail et des relations professionnelles. Plus largement, notre établissement, dont on vient de rappeler qu'il a été créé en 1794, l'a été sur un principe d'abolition de la distinction entre la vieille distinction entre les arts libéraux et les arts mécaniques. Ce qui revient finalement, à cette époque, à supprimer les a priori sur les métiers, sur les professions pour le conservatoire. De son côté, la sociologie interactionniste est allée sur de nouveaux terrains, considérés jusque-là comme non nobles ou dénués d'intérêt. Il n'y a pas, avec vous, de terrain de recherche négligeable. Au cours des années 70, Howard Becker, qui fondamentalement aime travailler sur des choses concrètes, va exploiter son intérêt pour la photographie, les arts plastiques et la musique et contribuer à l'établissement d'une sociologie de l'art et de la culture. En 1982, il publie Artworlds, dont la traduction française, Les mondes de l'art, en 1988, connaîtra un immense retentissement, notamment en raison de la puissance heuristique des notions proposées, simples en apparence, comme la chaîne de coopération entre tous les acteurs concourant à l'émergence d'une œuvre artistique. Howard Becker poursuit un travail
d'exploration des multiples façons de faire des choses ensemble, pour reprendre le titre de l'un de ses livres publié en 86, Doing Things Together. En particulier du côté de la musique. Comment les musiciens qui ne se connaissaient pas 5 minutes auparavant font-ils pour se mettre si aisément d'accord, pour s'accorder, littéralement? Howard Baker a vécu ces situations. Son œuvre est largement autobiographique. Il est musicien et sociologue de la musique, et cela nous amène au Baker, pianiste de jazz. Et ce n'est pas le moindre des Baker. Pour lui, le piano a longtemps été une affaire beaucoup plus sérieuse que la sociologie. Howard Baker a étudié cet instrument avec Lenny Tristano et est rapidement devenu un musicien professionnel de jazz. Ce n'est qu'après avoir obtenu son doctorat, à 23 ans, qu'il a décidé de devenir sociologue. Mais le piano et le jazz l'ont accompagné tout au long de sa carrière. En 2006, il a dirigé un livre collectif sur l'improvisation artistique. Les musiciens de jazz, qui se mettent à l'unisson en quelques instants, sont pour lui une métaphore vive de la société tout entière, qui, à chaque instant, accomplit son propre répertoire. La société est finalement entendue comme un accomplissement, où les acteurs reproduisent, recréent parfois, quotidiennement, avec plus ou moins d'entrain. Pour Baker, la vie est une heuristique sociale plus ou moins créative, plus ou moins performante. Et à une autre échelle, la créativité heuristique s'illustre aussi chez lui, dans l'idée qu'un site internet peut être au centre d'une œuvre sociologique, ce qui nous amène à la figure du Baker hypertextuel. Howard Baker anime un site à la fois simple et magnifique. Dessiné comme un trèfle à 7 feuilles, ce site constitue une entrée dans les multiples mondes d'Howard Baker, avec des photos de jeunesse, des extraits de concerts, des citations, des textes, des conseils aux étudiants. À 86 ans, Howard Baker intègre comme peu les nouvelles technologies comme mode de production et de diffusion des idées. Il a travaillé il y a plus de 20 ans avec les premiers théoriciens de l'hypertexte. Et il a fait observer, soit dit en passant, que Georges Perec, qu'il admire par ailleurs, pratiquait l'hypertexte bien avant l'existence des ordinateurs. Il a parfaitement compris que les travaux de sciences sociales peuvent s'inscrire dans une temporalité continue grâce au support électronique. Alors que la plupart des chercheurs gravent leurs textes dans le marbre, qui en deviennent intouchables une fois qu'ils sont publiés, Baker propose la notion d'œuvre sociologique performée, telle une performance de jazz. C'est toujours la même et jamais la même. Baker a fait de son site une action collective où l'œuvre est constamment remise sur le métier, affinée, étendue, au travers des interactions continues avec ses lecteurs, avec les internautes. Sur ce titre, on découvre aussi l'homme Baker, qui donne généreusement et presque instantanément de son temps et de son expérience. Il y remercie soigneusement tous ceux qui ont pu l'aider, qu'ils soient des chercheurs reconnus ou des étudiants inconnus. J'en viens au Baker écrivain, à son rapport à l'écriture. Howard Baker est un écrivain de non-fiction, certes, qui maîtrise parfaitement l'art et le métier de l'écrit. C'est un véritable artisan du verbe, pour ceux qui l'ont lu et qui ne l'ont pas lu, et qui témoigne d'une fluidité et d'une aisance désarmante. D'autres textes sociologiques standards, cela arrive parfois, sont truffés de références superflues ou de phrases filandreuses. Pour Baker, la simplicité d'écriture est le fruit d'un long travail qu'il remet constamment sur l'ouvrage. Son style est oral et n'est en fait que l'aboutissement d'une parfaite maîtrise de l'écriture. Surtout, il instaure un rapport personnel avec son public. Il installe une connivence avec ses lecteurs. Il leur adresse directement la parole, il interpelle, il parle en son nom personnel, il dit « vous »,« je », et cette complicité repose aussi sur une très grande humilité. Il semble dire à ses lecteurs « je ne vais pas y arriver tout seul, mais nous y arriverons tous ensemble ». Doing things together, à nouveau. Une sorte de fil rouge continu de la pensée, de la pratique d'Howard Baker. Enfin, un aspect moins connu de la vie de Howie, il est pasteur de la Universal Life Church. Alors je remercie Yves Joaquin de m'avoir aiguillé aussi sur ce chemin békérien. Alors c'est une église qui ne croit en rien,
mais qui a absolument tout compris, puisque si vous lui envoyez $1, elle vous adresse un certificat de prêtrise. Et pour $20, vous avez un doctorat en divinité. Howard Baker n'a évidemment pas besoin de doctorat. En revanche, Pasteur, il a pu marier, en toute légalité, des amis, et avec le sourire. Alors nous voici revenus à notre cérémonie. Nous sommes en toge, pour une partie, aux confins d'une nef, qui fut un temple de la technique au XIXe siècle. Alors, cher Howard Baker, vous appartenez à l'histoire de la sociologie, c'est banal de le constater, mais sans y être figé d'une aucune manière. On vous invite pour une conférence institutionnelle, vous filez voir les doctorants pour échanger avec eux. Sur la forme, l'exercice de l'éloge n'est pas béckerien du tout. Votre laudatio aurait dû être improvisée ou jouée. Je la lis. Vous qui n'aimez rien tant que le dialogue avec le public, devez écouter des discours et répondre sur le même registre. Vous êtes en toge, alors j'avais écrit, vous qui ne portez jamais de cravate, puisque vous l'avez déclaré dans de nombreuses interviews, mais ce soir, vous avez une cravate très symbolique, elle est cachée par votre toge. Finalement, l'important, au fond, pour vous rendre hommage, tout est bon. Vous appréciez l'anarchie souriante d'un Paul Feyerabend, anything goes, tout est bon, pourvu que ça marche. Alors pour l'honneur de la cause des sciences sociales, veuillez recevoir, cher Howard Baker, ce nouveau doctorat du Conservatoire national des arts et métiers. Je vous remercie. Cher Howard Baker, suite à la délibération du conseil d'administration du CNAM et suite à la décision du ministère des Affaires étrangères, je vous fais docteur honoris causa du Conservatoire national des arts et métiers et je vous en remets l'insigne et le diplôme. Merci. Évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas jamais échapper, comme pasteur de cette église. Monsieur l'administrateur général, chers collègues, chers amis, c'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui dans la compagnie distinguée des hommes et des femmes qui se consacrent à la création et à la communication de la connaissance. Et aussi de savoir que je suis ici parce que cette assemblée a décidé que mon propre travail en sociologie méritait cette connaissance. Je voudrais remercier les gens qui ont rendu possible ma participation à cet événement et spécialement mes collègues en sciences humaines et sociales, Marie-Astrid Latoul, Gilles Garel et Yves Vinquin, avec qui j'échange des idées et en profite depuis un nombre d'années. Il me fait grand plaisir d'être ainsi honoré en France. Nous, Américains, on dit souvent que la sociologie a été inventée aux États-Unis, dans ma ville natale de Chicago, à la fin du 19e siècle. Mais tout le monde sait que la sociologie existait avant cette date et qu'elle existait dans une forme avancée ici en France. Des grands savants comme Comte, Quetelet et plus tard
Durkheim, Tard, Mauss et plusieurs d'autres ont créé une fondation ferme pour le développement d'une discipline sociologique sérieuse. Ils ont inventé des méthodes d'analyse que nous utilisons encore aujourd'hui. Et ils ont créé des théories de la société qui intéressent des sociologues partout dans le monde et qui continuent à former notre recherche et notre pensée. Dans ma propre expérience de sociologue, les amis et les collègues que j'ai acquis en France pendant les dernières 30 années ont contribué énormément à mon travail et à ma pensée. Je me suis finalement rendu compte que je ne pouvais pas espérer que tout le monde français parlerait avec moi en anglais et qu'il fallait surmonter mon indolence naturelle et mon ethnocentrisme et apprendre à lire et parler et même écrire en français. Ça m'a ouvert tout un monde de choses avec qui je peux penser. J'ai commencé à passer de plus en plus de temps en France. J'ai eu l'occasion d'être membre de jury pour des soutenances de thèse et aussi pour des habilitations. Et donc, j'ai fait la connaissance de beaucoup de gens plus jeunes, desquels j'ai appris beaucoup et qui sont devenus de grands amis. La variété des œuvres que j'ai lues, le défi aigu qui vient de positions très différentes des miennes que j'ai rencontrées, tout ça m'a aidé à être un meilleur sociologue, moins provincial, plus conscient de la manière dans laquelle les circonstances locales ont des effets sur la recherche et la théorie sociologique. Tout ça m'a aidé aussi à raisonner avec une collection de cas plus grande et plus cosmopolite et de jouir plus du travail que j'ai fait. Mon travail reflète maintenant ces expériences françaises. Donc, j'ai une dette que je ne pourrai jamais payer, une dette intellectuelle et une reconnaissance profonde. Leur amitié et leur collaboration avec moi m'ont aidé de faire le travail pour lequel le Conservatoire national des arts et métiers m'honore aujourd'hui. Merci à tous.
Merci beaucoup à notre saxophoniste, à Hugues Chevalier, pour ce qu'il vient de jouer, évidemment en hommage aux arts, comme ça a été dit pendant cette cérémonie. Il me reste à conclure par quelques mots ce moment, à remercier beaucoup Irina Bokova et Howard Becker de nous avoir fait l'honneur et l'amitié d'être présents parmi nous et d'avoir accepté la reconnaissance que l'établissement souhaitait leur accorder. Un grand merci aux professeurs Yves Oinquin et Gilles Garel pour leurs hommages. C'est l'occasion aussi de remercier toute l'équipe de l'établissement qui a œuvré pour la réussite de cette manifestation. Je pense à tout le personnel du musée, en particulier Xavier de Montfort, au service intérieur, Emmanuel Lacroix, et un mot particulier pour Raphaël Renard-Foultier qui a suivi cette manifestation. Je crois que nos deux nouveaux docteurs honoris causa nous ont tracé une formidable feuille de route que nous avons maintenant à suivre, en rappelant à la fois l'importance des questions de formation tout au long de la vie, l'importance de la recherche scientifique, de tout le travail en sciences sociales et en sciences humaines et dans tous les autres domaines scientifiques, et l'importance d'être attentif à une recherche, et évidemment une recherche ouverte sur l'international. Et puis, Madame la directrice générale, je reprendrai vos mots, il y a des terrains, il y a des territoires, il y a des pays dans le monde où nous devrons œuvrer ensemble, et l'exemple d'Haïti est pour moi un exemple très, très parlant. Donc voilà, nous avons une merveilleuse feuille de route, à nous de la suivre. Et puis, je reprends une formule que le professeur Béra a inventée, je ne suis pas sûr qu'elle soit complètement fondée, qui était « Nunc est bibendum », qui est dans une maison hostile au latin, devrait quand même, voilà, et que je vais traduire par « Chers amis, une collation vous attend, nous attend dans la chapelle du musée ». Merci à toutes et à tous, très bonne soirée et merci à vous.